du projet qui change tout, du jamais vu en fait. On est toujours dans cette espèce d'approche très avant-gardiste, une approche avant-gardiste qui veut toujours faire quelque chose de différent. Et puis, en génie, on essaie de répondre à des problèmes qui ne sont pas nécessairement des problèmes toujours nouveaux, des problèmes qui ont des solutions, un ensemble de solutions qui sont quand même assez contrôlées, et puis quelque part qui vont dans une logique de gestion du risque, alors que les architectes ont tendance à prendre des risques sans nécessairement avoir à les assumer, parce qu'ils posent des problèmes sans toujours avoir les réponses. Mais là, on demande aux ingénieurs d'arriver avec des réponses à des problèmes qui ne sont jamais vraiment vus. Et donc, on a nécessairement cette phase de collaboration, de tension des fois, mais de collaboration éventuellement pour arriver à une solution commune, en fait. Et donc, cette collaboration, on en parle de plus en plus maintenant avec toutes les questions de conception intégrée. On nous encourage à travailler dès le début ensemble, et pas seulement architectes et ingénieurs, mais aussi les représentants de l'industrie, les maîtres, les donneurs d'ouvrages, etc. Tout le monde participe à ce processus de conception. Donc, là-dedans, en fait, je pose la question un petit peu à la personne qui voudrait réagir. Qui prend le risque? Qui met le risque sur la table et qui l'assume quelque part? Est-ce que c'est quelque chose d'un peu naturel maintenant? Vous sentez que c'est quelque chose qui fait partie de vos façons de faire, ou est-ce qu'on est encore dans une tiédeur par rapport à cette prise du risque-là? C'est très général comme question. C'est vraiment juste pour démarrer, là. Pas de questions? Je ne sais pas. Ah, ben, je ne sais pas, Thibaut, je pense que si vous vous mettez à parler, on va vous entendre, hein, d'ailleurs, Thibaut et Jean-Marc. Ouais, écoute, par rapport à la prise du risque, il faut vous enlever votre mute. Est-ce que vous m'entendez là? Tous les deux. Attendez à Victor qui court, je pense qu'on va régler le problème, ça va être très très long. C'est bon? Jean-Marc, est-ce que tu voulais parler? Encore, attendez. Je peux au moins pour... Attendez. Allez-y. Est-ce que tu veux que je réponde, Bechara? Ça ne va pas être très long, la régie travaille fort. Parlez tous les deux en même temps, dites des choses. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Vous pouvez continuer à parler, c'est pas grave. On va vous écouter un moment. Est-ce que vous m'entendez? Ah, voilà, ok, je trouve que c'est bon. C'est super. Je trouve que ça marche. Thibaut, allez-y peut-être. Oui, est-ce que vous m'entendez là? Oui, très bien. Oui, ok. Donc, c'est ça. Par rapport à la prise du risque sur les projets, je pense que le risque... Oui, c'est une bonne idée, puis ils vont finir par arriver sur le truc. Je crois que c'est un travail de collaboration, certainement, entre les architectes et les ingénieurs. Quand on commence des projets, les meilleurs projets qu'on va faire, c'est quand, dès le jour 1, les ingénieurs en structure, on est impliqués avec les architectes. Beaucoup trop de projets où les architectes vont travailler peut-être 3 mois, 4 mois tout seuls de leur côté, puis c'est juste après que les ingénieurs sont engagés. Et c'est toujours difficile de faire des changements, d'apporter une approche plus structurale. Et je pense que c'est cette collaboration-là dès le début qui fait qu'on prend le risque ensemble, architectes et ingénieurs, pour faire le projet. Et j'ajouterais aussi que le client doit être prêt à prendre le risque aussi. Exact. Les professionnels peuvent arriver avec toutes les propositions qu'ils veulent, mais si le client, en bon québécois, bloque, on n'est pas plus avancé non plus. Donc, c'est peut-être ça l'avantage des processus de conception intégrée, c'est que tout le monde est là, tout le monde a ses... Quand on parle de gestion de risque, bien, tout le monde est là pour dire que c'est les différents aléas, puis c'est ça. Mais je pense qu'à la base, oui, il y a l'architecte, mais aussi il y a le client qui doit assumer aussi. J'ai même un exemple horrible à vous donner. On a travaillé sur une tour de 50aine d'étages au centre-ville et les architectes de Toronto ont travaillé de leur côté en amont du projet. Et le concept était tellement avancé. Et eux, ils avaient juste travaillé sur les appartements en haut du rez-de-chaussée, mais jamais dans la partie sous-sol. Donc, quand on est arrivé dans le projet,
Les aménagements fonctionnaient bien, mais les stationnements dans les sous-sols, il n'y a rien qui marchait. Les colonnes étaient dans le milieu de toutes les places de stationnement. Et il a fallu transférer une 50aine d'étages avec des poutres qui font 1 étage de haut en basse tension qui coûte une fortune et on perd 1 étage d'aménagement qui vaut de l'argent. Ça, c'est un exemple de le besoin des ingénieurs d'être impliqués dès le début. Ça sauve des coûts et une certaine logique dans un bâtiment. Je pense qu'on a Thibaut et Jean-Marc qui pourraient parler, maintenant, si vous voulez faire un test encore. Non. Oui, on vous entend. Oui, Jean-Marc. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Qui prend le risque? Dans le fond, tout le monde prend le risque. C'est-à-dire... par exemple, moi, je me rappelle très bien lorsque Jacques Ferrier et moi, on a fait l'oral du concours pour l'Aqua à Lagon, qui était un projet très complexe pour Disney en région parisienne. À un moment donné, le jury dit à Jacques, on vous prend si vous passez le projet en bois. Il était entièrement dessiné en acier. Et Jacques se retourne vers moi. Bon, c'est un bon ami avec qui je travaille depuis très longtemps. Il me dit, qu'est-ce qu'on fait? On y va? Voilà. Et moi, lorsque je lui ai dit on y va en bois, je savais très bien que j'avais aucune idée pour y arriver. Je ne savais pas parce que l'écart était trop radical. Mais comme Jacques Ferrier est aussi un architecte-ingénieur, je me suis dit que si on revenait en arrière en cours de processus, ça ne serait pas vu comme un échec de la pensée de l'ingénieur. Et c'est-à-dire que le droit à l'erreur, c'est-à-dire que ce qui est souvent le cas, on va dire ce qui sera peut-être de moins en moins si tout est transversal, mais c'est qu'on reconnaît facilement aux architectes le droit de changer leur plan. On reconnaît moins naturellement aux ingénieurs le droit de changer leur schéma statique. Et parce qu'il y a toujours cette vision d'un mode de pensée qui serait plus linéaire d'un côté et plus accidentel de l'autre, plus aléatoire. Mais en réalité, la pensée de l'ingénieur face à des problématiques complexes, elle est forcément aléatoire. Il cherche aussi. Mais les ingénieurs ne sont pas éduqués à exprimer ça de manière positive. C'est pas encore assez. Mais effectivement, je pense que de toute manière, le travail en équipe, il est inévitable. Et le droit à l'erreur, c'est-à-dire le droit à la fausse piste, je pense qu'il faut qu'il soit partagé à égalité avec tous les acteurs. Moi, il m'arrive souvent, en cours de route, très tard dans un projet, de changer le schéma statique parce que je pense qu'il n'est pas assez bien. Et bon, parfois les gens crient, mais ce n'est pas grave. Mais alors qu'il m'arrive tous les matins que les projets architecturaux changent pour des tas de raisons raisonnables. Donc il y a quand même une nécessaire compréhension mutuelle pour que les choses évoluent. Après, le risque, je pense qu'il est pris par tout le monde. L'ingénieur prend le risque de ne pas y arriver et l'architecte prend le risque que son projet globalement ne fonctionne pas. Donc, la question du risque, elle est différente, mais elle est partagée. Oui, en fait, c'est ça. Dans votre présentation en particulier, tout à l'heure, j'entendais beaucoup dans toutes ces notions qui revenaient, le risque, l'inconnu, la responsabilité, à savoir l'évolutif. Puis aussi la notion d'hypothèse. En fait, on est constamment en train de formuler des hypothèses qu'on essaie de tester. Alors, est-ce qu'on peut toujours les tester par des prototypes? C'est rare. Je ne sais pas si c'est des expériences. Je vous ai montré, Thibaut, tout à l'heure, dans les projets, vous avez pu vérifier certaines choses, vous aussi, visuelles. Il y a des possibilités parfois de faire des petits prototypes. C'est rare qu'on fasse ça en architecture quelque part. Mais je ne sais pas si c'est une pratique qui commence à se mettre en place. Si on est arrivé à un moment donné à une époque où comme la tour disait, comme je le mentionnais ce matin, une culture de l'expérimentation, un âge de l'expérimentation, en fait, comme dit, c'est plus l'âge de la science, c'est l'âge de l'expérimentation aujourd'hui, et donc tout est remis constamment en question, tout est toujours en train d'être testé pour voir jusqu'où on peut aller. Je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui se fait dans tous les projets. Bien sûr,
c'est-à-dire une minorité de projets où on peut vraiment pousser l'enveloppe très loin. On a tendance à les voir beaucoup. Ces projets-là sont très publiés, ils sont très, ça fonctionne. Ils sont très diffusés, mais ça ouvre les portes. Donc, dans le cadre des ateliers que j'ai l'occasion d'encadrer à l'école, il y a cette notion de on veut toujours pousser plus loin les portées, pousser plus loin les transparences, pousser plus loin éliminer les joints, essayer de faire des choses qui finalement sont presque pas possibles, mais de voir jusqu'où on peut y arriver. Et puis ça demande, enfin, je pense qu'il y a un fond de la recherche qui peut se faire par rapport à ça, mais c'est un fond de la recherche qui demande énormément d'efforts. La question qui a été posée ce matin, je pense qu'elle est très très juste. Est-ce qu'il y a de la place pour ce genre d'intervention dans des projets, dans tous les projets? Je pense pas que c'est le cas. Et il y a quelque chose qui est intéressant, qui est en train de se transformer dans les concours d'architecture, c'est où est-ce qu'on demande de plus en plus à ce qu'il y ait des équipes d'ingénieurs qui soient impliquées. Ça change la donne. Est-ce que mais je trouve ça intéressant comme approche. Est-ce qu'on diminue la notion de risque? Parce que des fois, il y a des histoires d'horreur aussi par rapport à des concours. Les projets lauréats sont jugés sur des belles images et tout, puis après ça, arrive l'équipe d'ingénieurs une fois en exécution, puis le résultat final, des fois, ne peut ne pas être ce qui est montré. Mais si on intègre justement en amont les équipes d'ingénieurs en phase de concours, ça peut être intéressant, je pense. Mais c'est à voir. Je ne sais pas en Europe si c'est standard, mais ici au Québec… Ici, en Europe, c'est obligatoire pour les concours publics. Vous avez des équipes d'architectes et d'ingénieurs ensemble? Pour les concours publics. Pour les concours privés, c'est un sport complètement ouvert, quoi. Donc, tout est possible. Mais pour les concours publics, c'est obligatoire. Que les équipes soient pluridisciplinaires, tout de suite. Pour mieux contrôler, en fait, le résultat fini ou simplement pour… Non, je pense qu'ils veulent savoir avec qui tout le monde travaille, quels sont les… Je pense que c'est peut-être pour contrôler le prix, peut-être. Je ne sais pas, en fait, mais la loi sur l'ingénierie, elle a imposé ça. Mais… Peut-être juste une question par rapport à ce travail sur le développement, sur l'expérimentation. Parce que la journée s'appelle entre expérimentation et standardisation. Il y a, je pense, dans l'expérimentation, donc un test pour arriver à des solutions qui sont nouvelles, par rapport à des problèmes qui sont nouveaux, des choses qu'on ne connaît pas encore. On peut s'inspirer d'un matériau pour gérer un autre, un peu comme Thibaut discutait, présenté ce matin, sur passer du béton pour passer au bois peut-être. Et ces développements-là vont se faire souvent avec les industries, quand elles seront de façon un peu plus précise, donc des prototypes qui vont être développés avec les industries. Est-ce qu'on n'est pas nécessairement tout de suite au niveau du standard? On n'est pas en train de créer de nouveaux standards en fait, dans ces réflexions-là. On développe une solution qui est ponctuelle, qui fonctionnerait dans un cas spécifique, dans un projet spécifique. On n'est pas encore dans une nouvelle connaissance générale qui peut être transmise à d'autres, qui peut être immédiatement matérialisée en produits industriels. Mais, ouais. C'est pas une question, c'est pas une question. Je ne sais pas comment ça fonctionne au Québec, mais en France, il y a ce qu'on appelle l'appréciation technique d'expérimentation. C'est-à-dire que lorsque on est en dehors des standards, si le maître d'ouvrage l'accepte, on a le droit de porter une solution technique innovante devant les instances nationales pendant le projet. Voilà. Donc, la proposer pour faire des tests, pour la faire approuver, Voilà, exactement. Alors, les concepteurs font un pré-travail et après, l'entreprise mandataire fait un travail de développement pour obtenir un niveau d'appréciation technique pour le chantier lui-même ou alors parfois plus général. Mais par exemple, actuellement, on a été pris comme rédacteur de 2 appréciations techniques d'expérimentation en France parce que tout le monde se met à vouloir mettre de la tuile sur des panneaux de façade bois. Et donc, ça crée des tas de problèmes d'étanchéité, de recouvrement, de durabilité, etc. Et de déformation des supports. Enfin, c'est très compliqué. Et là, l'entreprise n'arrive pas à aboutir
parce que le faisceau de contraintes à réaliser est trop fort, et on est en phase de chantier où tout le monde est prisonnier du délai de chantier. Et donc la situation se tend très, très fortement, parce qu'à un moment donné, le maître d'ouvrage, le client reste le client, etc. Donc, c'est quand même un risque qui est porté par les concepteurs, le risque de ne pas y arriver, en fait. Donc, l'entreprise, elle, si elle n'y arrive pas, elle dit que ce n'est pas de sa faute, de toute façon, puisque ce n'est pas elle qui a porté l'idée. Mais les concepteurs prennent un risque, évidemment, un risque sur le planning, sur le coût, et parfois les maîtres d'ouvrage refusent. En tout cas, c'est les concepteurs qui portent ce risque. Je ne sais pas comment c'est au Québec, mais ils le portent, quoi, la responsabilité. Je pense qu'un domaine, par exemple, qui, pas juste au Québec, mais à travers le monde, où il y a beaucoup d'expérimentation, structure et architecture, c'est au niveau du bois. C'est la différentes hauteurs, c'est comme une course, là, présentement, qui peut faire la plus haute structure en bois, mais tout en respectant les normes qui sont constamment révisées. Mais moi, je poserais une question à toi, Valérie, par exemple, pour le stade de soccer. Comment est-ce que la dynamique a été? Ça a été quand même une structure innovante. Pour Nordic, ça a été quand même... c'est la première fois qu'il y avait une structure aussi massive à faire. Mais... On a fait le stade de soccer à Saint-Michel, et puis c'est ça, a été porté d'environ de 70 mètres. Malheureusement, je n'ai pas été impliquée dans le processus, mais je crois que Nordic, parce que c'est Nordic qui designait comme tel la charpente de bois. Et je pense qu'eux ont fait beaucoup d'expérimentation. Excuse-moi, je sais que je n'ai pas le droit de te regarder. Donc, Nordic a certainement fait beaucoup d'expérimentation pour en arriver à avoir des catalogues là, pour des dimensions de poudre par rapport aux portées. Là. Donc, c'est peut-être un exemple parce que justement, on voit où est-ce que l'industrie aussi s'implique, pas juste au niveau des professionnels, mais il y a comme un dialogue qui va se faire entre les deux. Un point que j'ajouterais là-dessus, c'est que quand on fait des innovations au sein d'un projet, souvent c'est quand même une innovation incrémentale. On ne fait pas tout d'un coup un énorme saut qui pourrait porter un énorme risque pour un projet. C'est souvent des améliorations vraiment incrémentales pour limiter aussi le risque de ce qu'on est en train d'essayer de développer, la recherche qu'on est en train d'essayer de faire. Donc ça limite un petit peu le risque sur les projets de faire des choses nouvelles. Et dans ces conditions, on se retrouve à développer, parce que là, on est parti d'une collaboration entre architecte et ingénieur, on parle de collaboration entre architecte, ingénieur et industrie, et on retourne à l'industrie maintenant. Donc, tranquillement, je trouve que le nombre de collaborateurs augmente tranquillement, puis c'est normal. Est-ce qu'il y a, dans cette innovation-là, en fait, ce que j'essaie de savoir, c'est que ces innovations se limitent à une solution à un projet, ou est-ce qu'à un moment donné, ça devient des innovations qui sortent du projet, qui deviennent quelque chose qui a une vie après le projet et qui vont se retrouver. Donc, tu parlais, Thibaut, ce matin, de publication, par exemple. Vous avez fait de la recherche, vous travaillez maintenant sur une publication pour diffuser l'information potentiellement. Les industries peuvent récupérer certains résultats de vos recherches dans le cadre d'un projet pour les intégrer dans leur catalogue. Il me semble qu'il y a à qui appartient l'innovation, en fait. Voilà, c'est ça. Une fois qu'on travaille ensemble comme ça, est-ce qu'on crée une communauté de collaboration, ou est-ce qu'on est encore, là j'imagine que c'est des droits d'auteur et tout, mais est-ce qu'on se retrouve à avoir des idées qui appartiennent à une personne, à un corps de métier, à une industrie? C'est fou. Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de discussion là? Pas encore. C'est qu'au niveau des ingénieurs en structure, il y a la fameuse association des ingénieurs en structure de Montréal, où est-ce qu'il y a un partage quand même assez collégial, je crois, sur les différentes innovations que différentes firmes en structure ont fait. Est-ce qu'ils disent tout? Je ne sais pas. Mais il y a quand même un partage de connaissances par rapport peut-être à des expériences. Peut-être il y a une portion Fail Camp un peu aussi, mais il y a une portion, je trouve, qui est surtout de dire, voici ce qu'on a fait en tant que firme dans ce projet-là. On partage la connaissance. Donc oui, il y a un certain niveau de partage, je pense, au niveau des ingénieurs en structure, mais c'est... Puis il y a un précédent aussi qui est créé, je trouve. Si
telle firme a fait telle portée, une certaine innovation en utilisant un matériau. Il y a un précédent que les ingénieurs peuvent utiliser comme exemple et pousser ça encore plus loin. Je pense que c'est ça qui reste à la fin. Cette façon de travailler de façon collaborative, en fait, c'est un mode de production de connaissances. Je généralise maintenant. Si vous connaissez le mode de production de connaissances actuel, ça se fait dans des laboratoires, ça se fait dans des groupes de recherche, on réfléchit sur des questions de façon théorique, on poursuit la connaissance. Ce qui est vraiment intéressant, et c'est vraiment dans cette dynamique-là, je pense qu'on se trouve aujourd'hui dans la construction quand on parle d'innovation. C'est ce qu'on appelle le mode 2 de production de connaissances, qui est un mode qui va se faire pas de façon abstraite dans des groupes de recherche ou des laboratoires, qui va se faire vraiment sur des cas particuliers. On va partir de cas particuliers où les personnes vont travailler de façon très collaborative. On n'est plus du tout dans une logique de production d'un chercheur tout seul, mais plutôt d'un travail multidisciplinaire, transdisciplinaire. On est vraiment dans ce format-là, architecte, ingénieur, représentants de l'industrie, de leur ouvrage, du gouvernement, etc. Donc une coproduction, co-construction finalement de connaissances. Et cette connaissance-là, normalement, devient généralisable. C'est ça qui m'intéresse, c'est de voir jusqu'à quel point on est capable de l'avoir dans un projet. Je pense que cette connaissance est inscrite dans un projet qui parle d'une certaine théorie, mais je ne sais pas s'il y a l'aspect de théorisation qui est plus global. Alors, les brevets de Merville, pour moi, sont une façon d'avoir un output qui dépasse le projet, parce qu'on arrive sur une logique de nouveaux systèmes mis en place pour le diffuser, pour le généraliser. Mais je pense qu'il y a encore quelque chose qui manque. Il y a une étape après de mise en commun, de sortir du projet pour en faire une connaissance qui circule. Et en fait, la question revient aussi par rapport à ce que vous présentiez, M. Vell, tout à l'heure. Je me disais, est-ce qu'on peut vraiment enseigner l'innovation? Comme c'est un domaine autour très, très changeant, on est vraiment dans une nouvelle dynamique sans arrêt. Moi, je le vois en tant que professeur, on va avoir tendance à donner les grandes règles de composition, les grandes règles de construction. Et après, on pédale, on essaie de dire, il y a eu cette innovation qui s'est faite au niveau du bois, cette innovation au niveau du verre, on commence à parler de bois transparent, de verre intelligent, etc. C'est super, mais on n'est pas encore dans une logique où ces innovations-là deviennent facilement, on voyage facilement en fait. On n'est pas dans un transfert de connaissances encore complètement fluide. Après, oui, c'est certain, la question de l'enseignement, elle est vraiment fondamentale. Peut-être il y a plusieurs choses qu'on pourrait dire, c'est-à-dire que lorsqu'on fait un bâtiment, même avec des portées de 20 ou 30 mètres, c'est pas pareil que lorsqu'on fait un pont avec des portées de plusieurs centaines de mètres, ou un tunnel ou un barrage. C'est-à-dire que la contrainte fonctionnelle de la portée, de la poussée de l'eau ou de la montagne qu'on traverse, elle n'est pas, quand on fait ces grands ouvrages d'art, la pensée du concepteur, elle est limitée par cette limite, elle est déterminée par cette limite. C'est-à-dire qu'on a un ensemble de typologies possibles, etc. Et souvent, on se rend compte que les innovations portées par les uns et les autres, elles concernent surtout la mise en œuvre, qui est d'ailleurs souvent extraordinairement intelligente. Lorsqu'on travaille sur un bâtiment, le paradoxe, c'est que si on est un tout petit peu honnête, on sait très bien que pour chaque question posée, on a un inventaire de solutions possibles. Plusieurs matériaux pour les structures, plusieurs types d'enveloppes, plusieurs types de performances thermiques. Donc, on a comme ça un inventaire. Donc, la question du choix, c'est une question qui est d'abord informée par le projet d'architecture lui-même. C'est-à-dire que je pense que c'est le projet d'architecture lui-même qui doit porter la nécessité ou non d'innover. Donc, je pense qu'il faut d'abord former des personnes qui sont capables de concevoir un projet, c'est-à-dire de gérer ou non un dépassement de la limite. Par exemple, si je décide de passer d'une portée de 5 mètres à 10 mètres, je
change tout mon système statique, enfin je le change, ça ne peut pas être pareil. Donc la seule raison qui peut justifier un tel changement, c'est qu'architecturalement, ça fonctionne beaucoup mieux, ça soit plus pertinent, etc. Donc c'est vrai qu'à mon avis, la question technique, elle se pose depuis le projet lui-même. Voilà. Donc après, une fois qu'on a dit ça, on se rend compte que le choix d'un matériau ou d'un autre, c'est d'abord un choix de projet. Après, décider de pousser le curseur au-delà des pratiques courantes, c'est aussi un choix de projet. C'est-à-dire, est-ce que c'est nécessaire d'innover si architecturalement ça n'apporte rien? Je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est nécessaire d'inventer un système bois-béton connecté, complexe, pour qu'à la fin les portées soient les mêmes et l'usage ne soit pas meilleur? Je ne suis pas sûr. Donc, à mon avis, il y a une sorte, il y a une première lecture de l'innovation par le projet. Après, une fois que l'innovation émerge comme une nécessité, alors je pense que là, il faut faire une deuxième lecture qui est le rapport entre cette innovation et le curseur normatif pour savoir quel est le niveau de risque, s'il est absurde ou non. Voilà. Et donc ça, je pense que c'est une appréciation que les concepteurs peuvent porter à lui-même. Mais pour ça, il faut qu'on reconnaisse à la technique la possibilité de se questionner elle-même. C'est très important. Il faut qu'on reconnaisse à la technique une forme d'impuissance. Il faut qu'on... Oui, et donc la technique ne peut pas tout et l'innovation n'est pas toujours nécessaire. Donc, par exemple, enseigner à des étudiants des choses banales dans la question, dans cette idée la plus noble, c'est-à-dire commençons par comprendre ce qui est courant et de montrer les potentialités de ce qu'on peut faire avec ce qui est courant, c'est peut-être une façon d'inscrire déjà dans leur pensée que l'innovation ne se décrète pas par défaut. C'est-à-dire que l'innovation, ce n'est pas le résultat d'un manque de savoir, d'un défaut de connaissance. Parce que souvent, dans les projets auxquels j'ai pu participer, j'ai remarqué que la solution innovante était le résultat d'un défaut général de conception. C'est-à-dire qu'on finissait par débarquer sur une solution dont la complexité n'était que le résultat de défaillances successives et collectives. Donc, voilà. La première question sur l'innovation, c'est est-ce qu'il faut vraiment innover? Exactement, voilà, c'est pas nécessaire. Parce qu'on a tendance à faire peut-être un petit peu trop dans les étapes d'architecture, justement. On essaie de pousser les choses le plus loin possible, justement à cause, je crois, en fait, on en parlait dans ce midi, du foisonnement d'images, de projets très particuliers qui sont montrés. Et surtout, j'ai envie de dire aussi du manque de contrôle du budget qui est la chose principale. Absolument, oui. Et quand on oublie ça, on dit on peut faire ce qu'on veut, faire flotter les bâtiments, pourquoi pas. Et justement, je trouve que là où c'est bien intéressant, c'est quand on est avec cette idée-là, des fois en architecture, de justement faire voler une boîte. Parce qu'on peut faire voler une boîte, ça va faire voler. Donc là, ça devient une innovation plutôt conceptuelle. Ce n'est pas l'innovation technique qui fait que, oui, on peut la faire voler, mais c'est très compliqué et très cher surtout. La première question, c'est est-ce qu'il faut vraiment innover? Ouais, tout à fait. Par exemple, avant de faire un porte-à-faux, on peut réfléchir où sont les poteaux. Oui. Non, mais je dis ça, c'est-à-dire qu'avant de se dire qu'on met un bâtiment en porte-à-faux de 5 ou 6 mètres, on peut faire appel à sa culture architecturale, regarder toute une série d'exemples qui traitent la transparence sans porte-à-faux. C'est-à-dire que c'est pour ça que je pense que c'est une différence majeure avec le génie civil. C'est-à-dire que la centralité de la question, c'est la définition du projet. Ce n'est pas la question technique en elle-même, je ne crois pas. S'il y a des questions dans la salle, je n'ai pas. Oui, moi je voulais revenir un peu, vous avez dit, est-ce que c'est nécessaire d'innover si ça n'apporte rien? C'est quoi vous catégorisez comme une innovation qui apporte quelque chose dans ce temps-là? Donc la question c'est c'est par rapport aux besoins d'innover finalement, et on avait dit que ça ne sert à rien d'innover si ça n'apporte rien au projet. Et comment est-ce qu'on... La question c'est
c'est quoi l'innovation dans vos mots qui apporte quelque chose? Comment tu catégorises ça? Comment catégoriser une innovation qui sert à quelque chose? Si je peux répondre, l'exemple d'une portée de 5 mètres versus 10 mètres a été donné. Disons un bâtiment en béton avec des portées de 5 mètres. On sait qu'on peut faire ça avec une dalle de béton de 200, 235 mm d'épais. Ça marche très bien. À travers les années, on a vu qu'il n'y avait pas de problème, ça se comportait très bien. Pourquoi est-ce qu'on a vraiment besoin d'essayer de faire une portée de 5 mètres d'une autre façon? Par contre, un stade de soccer, ça a une portée minimale, pas le choix. Exact. La question, c'est de voir comment on peut. Par exemple, c'est intéressant de partir de la base d'une portée, parce que par exemple, j'ai fait l'analyse de la Falling Waterhouse de Frank Lloyd Wright parce que je travaillais sur ce projet-là. Et en fait, donc c'est un bâtiment en porte-à-faux, double porte-à-faux, sachant que le porte-à-faux du deuxième étage est porté par celui du premier étage. Donc en fait, c'est un porte-à-faux caché avec des poteaux métalliques dans la menuiserie, c'est-à-dire que Wright n'a pas imposé au balcon de la chambre des parents d'avoir une portée de 7,50 m. Il a appuyé ce balcon sur le balcon du living, du séjour. Et d'ailleurs, la beauté du dispositif vient du fait que la hauteur de la poutre à lège qui est garde-corps en béton est la même en haut, au premier étage et au rez-de-chaussée, alors qu'au premier étage, le porte-à-faux vu est réel et de 4,50 m de mémoire, enfin en rez-de-chaussée. Et au premier étage, dans la chambre des parents, le porte-à-faux vu semble être de 7,50 m, alors qu'en fait, il est de 1,50 m. C'est-à-dire que le dispositif vu ne correspond pas au schéma statique effectif de l'ouvrage. Ce qui donne d'ailleurs une impression très belle dans l'espace, puisque les deux porte-à-faux semblent être différents, alors que les dimensions sont les mêmes. Et donc ça crée bon. Mais mieux que ça, si Frank Lloyd Wright avait conçu cette maison en obligeant les constructeurs à ancrer le bâtiment dans la roche, à mettre des tirants d'ancrage gigantesques dans la roche, ce qui, je ne pense, pas été possible à l'époque. Mais s'il avait obligé les concepteurs à faire ça, il serait passé en force dans l'innovation. C'est-à-dire qu'il aurait imposé au système statique une résolution en équilibrage global presque absurde. Alors qu'en fait, la maison sur la cascade de Wright, elle est autostable. Lorsqu'on fait la descente de charge, on se rend compte qu'il n'y a pas de soulèvement sur l'arrière. C'est-à-dire que le surépaississement des piles en partie basse, la position des masses, fait qu'elle est posée sur la roche. Ce qui est d'ailleurs beaucoup plus sûr dans son comportement global. Et donc ça, c'est de l'innovation par le projet. C'est-à-dire qu'on a un architecte, bien entendu, d'un niveau immense, qui pense un objet dans son rapport à l'espace, avec une stratégie de rapport au vide qui est extraordinaire quand on regarde le plan, mais la résolution technique reste dans un curseur qui est relativement acceptable au regard de l'hypothèse qui est déjà très, très innovante pour l'époque, quoi. Et donc peut-être et en fait, en réalité, pour savoir si on fait 5 mètres ou 10 mètres, en tant qu'ingénieur, on vous dira, comme vous avez dit, on dira 5 mètres, ça fait depuis le début du XXe siècle qu'on fait 5 mètres, donc c'est quelque chose qu'on connaît par cœur. 10 mètres, c'est aussi courant, mais c'est les moins quand même. Ben, je pense que la raison de faire 5 ou 10, elle n'est pas liée à la complexité technique de la question. Elle est liée à la pertinence de celui qui pense le projet. Ça veut donc dire que celui qui dessine le projet doit être formé pour être en capacité de faire un arbitrage et ne pas recourir par défaut à une grande portée, par exemple, par défaut de savoir concevoir autrement un espace. Donc en réalité, ça pose la question de la formation, fondamentalement. Parce que si on fait 15 mètres de portée pour échapper à la question, d'ailleurs, paradoxalement, à la fin, on risque de retrouver d'autres questions qui sont moins agréables, c'est-à-dire, je sais pas, la déformation du système par rapport à la façade, les épaisseurs et tout ça. La souplesse, la question vibratoire, enfin, tous ces phénomènes qui s'invitent dès qu'on est un petit peu à la limite de quelque chose. Donc, voilà. C'est-à-dire que l'ingénieur, fut-il brillant, fut-il engagé, fut-il courageux, etc., ne peut pas se substituer à la conception du projet lui-même. Ça ne répare pas une conception qui est mauvaise.
Donc, le point de départ, c'est de concevoir quelque chose et se demander si dépasser la limite, ça fait sens. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas seulement une question un peu générale. Aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que de faire ça, puisqu'on a des problèmes de ressources, on a des problèmes de tout ce qu'on veut. Donc, on n'a pas d'autre choix que de mettre la limite comme point de départ. Un peu comme Prouvé, d'ailleurs comme Nervi aussi, comme toutes ces personnalités-là. Il y a une question qui a été posée hier, qui était très juste aussi par rapport à Nervi, à savoir, parce que finalement, son travail, c'est aujourd'hui pareil avec les questions de développement durable qui sont centrales dans toute la production d'architecture environnementale bâtie. Est-ce qu'on peut encore avoir des points de portée? Mais c'est ce qu'on a vu hier aussi, c'est qu'en fait, le travail de Nervi, c'est un travail d'économie de moyens. En fait, c'est pas un effort sculptural d'architecture ou de monumentalité, c'est tout à fait le contraire. En fait. Ça donne l'effort monumental, mais ça vient d'une sincérité et d'une réduction en fait, de la charge possible. Puis là, du coup, donc, si on revient sur la question de la portée, c'est sûr, oui, enlever une colonne dans un hall, ça peut poser des problèmes. Je sais que c'est le genre de choses où l'architecte peut arriver en disant j'ai besoin d'une plus grande portée. Mais la question, donc, ça, la discussion serait surtout sur est-ce qu'on a vraiment besoin d'enlever. Si on l'enlève, est-ce qu'il y a moyen de trouver un plan qui fonctionnerait différemment avant de commencer à surdimensionner les éléments, rajouter des charges? Oui. C'est peut-être un commentaire pour cette question, mais j'analyse un peu parmi vous tous panélistes. Vous êtes des gens qui portent un peu ce double chapeau d'architecte et ingénieur. Donc, vous êtes un peu le super professionnel, comme on pourrait dire. Et donc, on parlait tout à l'heure de formation, d'enseigner l'innovation, mais ce n'est pas plutôt enseigner l'innovation, d'enseigner certaines notions, autant d'un côté sont des domaines communs, donc enseigner un peu d'architecture, en ingénierie, parce que c'est comme un peu, on parlait de transdisciplinarité tout à l'heure, mais je ne suis pas d'accord, parce que je trouve que l'industrie aujourd'hui travaille très en silo, et chacun a son champ de compétences. Tandis qu'anciennement, que ce soit dans le temps de M. Nervi ou d'autres architectes, c'est qu'on pouvait se permettre, en tant qu'architecte ou ingénieur, de transgresser cette ligne-là. Par rapport à l'expérimentation et sans trop se faire taper sur les doigts parce que, justement, puis que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit dans la santé et tout ça, le professionnel pouvait se permettre un champ d'expertise assez large. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on devient des questions d'assurance, des questions, on devient que chacun travaille, puis on n'a pas le choix, oui, de travailler transdisciplinaire. Mais on n'a pas cette personne-là, ce lien-là qui pourrait être le super professionnel, comme je vous appelle, qui fait ce lien-là, qui cause des problèmes. Un exemple très probant, puis il est là aujourd'hui, puis j'en parle, c'est Thibault Lefort. On va avoir travaillé avec lui. Thibault est très en demande dans les concours d'architecture. En ce moment, et même ça arrive des fois qu'il va travailler pour 2 firmes en compétition pour le même, parce qu'il porte ce double chapeau-là et c'est très rassurant pour un architecte. Parce qu'on se dit à la base, puis je ne vous cacherai pas la référence, c'est de dire, on mentionnait tout à l'heure, on n'implique pas trop l'architecte à l'ingénieur en structure, en début de projet. Non, parce qu'à l'architecture, ça ne nous tente pas, parce qu'on voit tout de suite le mot contraint. Tandis que quand on a une personne, puis pour avoir déjà expérimenté, que ce soit avec latéral ou tout ça, c'est qu'on a quelqu'un qui a une connaissance de l'architecture. Et déjà, on se sent en confiance que sa notion de recherche de solutions va être orientée aussi en termes d'architecture. Et je suis sûr que l'inverse pourrait très bien se faire. Donc, c'est plus un commentaire parce que vous portez ce chapeau-là tous. Par contre, j'aurais aimé être capable de voir des gens de cette industrie-là qui sont dans ces deux, je pourrais même dire, solitudes, voir quel est leur point de vue. Parce qu'encore une fois, ici, c'est un débat qui est très théorique. On est dans un concept universitaire où, mais la réalité, puis je peux vous le dire, ce n'est pas ça. Et c'est dommage. Je suis le premier à essayer de parfaire des notions de structure pour ne pas avoir l'air d'arriver à une colonne qui arrive 50 étages plus bas dans un. Donc, est-ce que c'est l'innovation qu'on doit enseigner ou
ce transfert de connaissances. Par contre, l'autre chose, c'est qu'en architecture, au Québec du moins, l'objectif de l'enseignement n'est pas une notion technique. C'est une notion de l'innovation ou de, comment je pourrais dire, de l'exploit. On pousse l'élève à aller plus loin. C'est drôle parce qu'on parlait ce matin de dire si ça tient en modèle ou en maquette, ça va marcher en réalité. Aujourd'hui, la question c'est de dire si ça marche dans mon écran, si ça tient, ça va maintenir en réalité et ce n'est pas la réalité. Et donc, il y a ça aussi. Puis du côté, on l'entendait ce matin, de l'ingénierie, on nous enseigne les limites à travailler le calcul, mais avec une zone de risque. Et donc là, vous comprenez, là, on est complètement à deux antipodes, l'un de l'autre. Et là, ce qu'on essaie de faire, c'est de les réunir ensemble dans un même projet. C'est pour ça que je pose la question, est-ce qu'on pourrait avoir, puis vous êtes les représentants de ça. Vous avez ce bagage-là autant, que ce soit M. Ben ou Thibault ou même Martin, si je connais moins ton parcours, mais donc, est-ce que c'est pas plus ça que d'enseigner l'innovation plutôt que d'essayer de transmettre? Je pense que M. Ben mentionnait ça, des notions de base, graver de 5 mètres versus 10 mètres. Pourquoi faire un porte-à-faux? Parce que quand je peux mettre une commande. Mais à l'école, ce n'est pas vrai, c'est ça qu'on enseigne. On enseigne l'exploit. Oui. Et donc, c'est pour ça que sur le milieu réel, on va dire, du travail, il y a une confrontation, il y a un clash, et il y a des, je vous dirais, il y a de l'amertume même envers ces deux parties-là. Parce que un est insatisfait du travail de l'autre sent qu'il n'est pas impliqué à la base. Donc, il y a tout ça aussi. Mais c'est à cause que de tous les systèmes en ingénierie, structure a celui qui a le plus grosse influence en architecture. Électromécanique, ça va, conduire, ventilation, blablabla, plomberie. Mais de tous les systèmes d'ingénierie, c'est la structure qui est le plus intimement liée à l'architecture. Mais comment tu vois ça, toi, Martin, par exemple? Moi, j'ai fait le switch, j'ai travaillé 7 ans en architecture, j'ai fait le switch en ingénierie en 2009. Tu sais, quand je faisais de la coordination, les plans d'armature, je m'en foutais, c'était pas important parce que ça ne me concernait pas. Tu sais, moi, mon intention comme architecte, c'était de dire qu'il faut que ça tienne. Puis mais c'est naïf. C'est naïf. Puis c'est pour ça que quand j'ai fait le saut en ingénierie, j'ai commencé comme technicien. Et les plans d'armature, il fallait que, sans savoir en faire, il fallait que je comprenne un peu la logique en arrière de ça. Puis ça m'a ouvert les yeux sur les autres domaines. Mes amis architectes me taquinaient, me disaient, tu as fait le switch au dark side. Oui, d'une certaine façon, mais ne serait-ce que la représentation graphique. On ne dessine pas de la même façon en architecture qu'on dessine en structure. Un ingénieur, ça ne dessine pas. Donc, la relation avec le technicien est beaucoup plus intime. Il y a une recherche en structure d'optimisation. C'est des fichiers Excel, c'est en train de changer, mais c'est comparativement à ce que j'ai vu en architecture, avec des croquis, avec des essais. En architecture, c'est un processus de conception ouvert et en ingénierie, c'est un processus de conception fermé. C'est la conception versus l'optimisation. Et comme tu le dis, Simon, c'est comment est-ce qu'on fait pour rallier les deux? Je pense que les PCI, c'est une piste de solution par rapport à ça. Mais c'est sûr qu'on rêve tous à l'époque, des bâtisseurs de pyramides, des maîtres maçons qui étaient architectes, ingénieurs, tout ça. Mais avec le temps, à la période où est-ce qu'on est, et peut-être qu'on peut blâmer les avocats, mais il y a une notion de mitigation du risque et de responsabilité. Donc, donc oui, on est plus en silo professionnellement aujourd'hui. Je pense que, par exemple, des efforts comme à l'école d'architecture, le fameux atelier que moi, on n'avait pas à l'époque. Je veux dire, en fait, on n'est plus dans le même genre de culture qu'on avait non, c'est ça. études. Non? De faire un atelier à l'école d'architecture de l'Université de Montréal avec Polytechnique, c'était insensé. Puis, il y avait une faute, je pense, aussi de la part de l'école d'architecture par rapport à ça. Il y avait une pureté, il y avait cette recherche de pureté, la recherche du concept de la réflexion académique, tout ça. Mais le débat existe encore aujourd'hui. Doit-on amener des notions techniques à l'école d'architecture? Doit-on amener des notions budgétaires à l'intérieur de l'école d'architecture?
est-ce que ça pervertit le processus de conception? Ça, c'est toutes des grosses questions qui encore aujourd'hui, sont d'actualité. Mais je pense que il n'y a pas dans le contexte actuel de division de la profession, dans le domaine de la construction, il n'y a pas de solution magique. Au fait, il y a de l'innovation à faire dans le processus de travail. Comme on disait tantôt, au risque de se planter. Mais il faut essayer. Mais je pense aussi que c'est en train de changer. De plus en plus, on le voit dans les dernières années, dans les 5 dernières années, je pense que on revient vers une structure qui est très proche de l'architecture. On voit beaucoup de projets, entre autres avec le bois, avec l'explosion des projets en bois. Tout d'un coup, la structure est en train de revenir, au moins au Québec, pour prendre une place prépondérante dans l'architecture. Donc, la question d'avoir un architecte qui collabore bien, les ingénieurs qui collaborent bien avec les architectes devient plus importante que jamais. Puis je pense qu'il faut le développer. Oui, il faut qu'à l'université, il y ait plus de mélange entre les architectes et les ingénieurs. Mais en tant qu'ingénieur, il faut aussi qu'on soit intéressé par l'architecture. Si on veut avoir une bonne collaboration avec les architectes, il faut qu'on comprenne l'architecture. Il faut qu'on s'intéresse. Moi, c'est une des choses. Moi, je suis ingénieur, mais j'ai toujours été passionné par l'architecture et par l'art. Et c'est pour ça que naturellement, je gravite vers des projets et des collaborations où on est très impliqué, où on comprend les intentions architecturales pour offrir des bonnes solutions, des fois des bons compromis qui font que peut-être un architecte a proposé un porte-à-faux de 15 mètres, mais finalement, on peut lui donner une petite béquille qui n'enlève pas au concept architectural, mais qui rend le projet plus réaliste. Donc, c'est un petit peu cette approche-là qu'il faut, je pense, développer. Il faut que les ingénieurs aussi fassent l'effort de ne pas être juste des ingénieurs qui veulent calculer, mais qui s'intéressent à l'architecture. Mais je vais faire du coup ce que Thibault vient de dire. Tu sais, dans le fameux atelier là, de justement Polytechnique et l'Université de Montréal, moi, ce que je trouve fascinant, c'est, parce que je suis critique invité là, des fois, puis, parce qu'à l'école d'ingénierie, on n'est pas habitué au processus de présentation. Tu sais, de critique, là, on fait nos cours, après ça, on s'en va à la maison, puis donc on n'a pas cette notion-là de justifier ou de critique. Puis de voir un étudiant en structure ou en génie mécanique, whatever, qui doit présenter devant un panneau en critique pour la première fois, son discours à la critique intermédiaire versus son discours à la critique finale, c'est fascinant de voir comment les élèves en ingénierie s'approprient le concept. Et ça, je trouve que c'est encourageant. Parce que on voit que c'est là qu'il y a un début de collégialité. Et inversement, les architectes aussi. Au début, en architecture, ils parlent juste d'architecture, mais après ça, quand ils font la critique finale, ils commencent à parler de notions, justement, d'ingénierie en électromécanique, en structure, tout ça. Donc, quand ils commencent à voir parce que c'est deux langages différents, c'est deux vocabulaires, mais quand ils commencent à voir ce partage-là des langages, des mots, c'est un début. C'est un début. Mais comme tu disais si bien, Richard, à notre époque, il y a 20 ans, il n'était pas question d'avoir d'avoir ces ateliers-là transdisciplinaires. Je pense que le mot transdisciplinaire est important aussi. Monsieur Valleau, vous avez la double formation. Enfin, moi, j'ai une formation qui ne rien. Je ne suis pas professionnel. Moi, je suis vraiment académique. Il faut vraiment s'observer ce truc. Je suis le pire exemple là-dedans. Mais en général, avoir une double formation, maintenant, des 2 heures, déjà, c'est impossible. Je crois que c'est de savoir parler entre les deux, de faire les ponts. Je pense que c'est super important. Et la transdisciplinarité, c'est parce que je trouve que c'est plus intéressant que la multidisciplinarité. Parce que c'est pas tout le monde qui est multidisciplinaire. Avoir multidisciplinaire, c'est savoir faire 2 choses en même temps. Et ça, je sais que Jean-Marc est un exemple ici, mais c'est très rare. Et en Amérique du Nord, c'est pas au Canada, c'est pas quelque chose qui se fait pas dans les 2 ans. En fait. Donc, on a notre propre expertise, notre propre pied quelque part, et on va travailler avec quelqu'un d'autre, mais le comprendre surtout, je pense. Et comme tu dis, Martin, je veux dire, moi, je n'ai pas vu d'ingénieur, enfin, si je pense à mes études, je n'ai pas vu d'ingénieur du tout, alors que maintenant, les étudiants ont l'occasion de travailler avec des ingénieurs, des étudiants en génie, en fait. Et en plus de ça, à peu près, Jean-Marc, qui lui, maintenant, participe au programme de maîtrise chez nous, mais les 3 autres panélistes qui sont là viennent rencontrer nos étudiants
pour répondre à leurs questions sur des questions spécifiques. Donc, je prends Thibaut, vous êtes venu, vous avez les étudiants vous ont présenté des hypothèses de structure en disant je veux faire un portfolio là, je veux faire un truc. Et la réponse, souvent, Thibaut, je l'ai vu la semaine dernière avec mes étudiants, mais là, ça ne marche pas. Ça marche pas. Et là, il y a un clash. Il y a un clash qui fait que la réaction, en fait, c'est de dire ah, j'aurais voulu que ça marche, oui, mais ça ne marche pas. Mais je crois que c'est mieux que ces clashs-là arrivent plus tôt que plus tard. C'est mieux d'arriver de l'avoir en première, deuxième, troisième année, même en maîtrise, ça va, ça arrive, mais de l'avoir en début de pratique, c'est une catastrophe. C'est ça c'est ça qui est important de dire aussi, c'est que ça que c'est comme dans tout principe de critique, c'est que c'est sûr que Thibaut le fait, mais c'est une chose de dire ça ne fonctionne pas, mais il faut qu'il y ait une piste de solution. C'est ce qu'il fait, bien sûr. Non, c'est jamais une réponse. Mais souvent, en milieu professionnel, ça ne marche pas. Ça marche pas. Juste pour clarifier, d'habitude, je ne dis pas ça ne marche pas sans ajouter quelque chose. Souvent, ça ne marche pas de la façon que tu me l'as montré, mais quelle est ton intention? C'est souvent ça. Quelle est ton intention architecturale pour qu'on trouve une solution ensemble qui va fonctionner? C'est souvent ça la réponse. Mais en fait, c'est... Je crois aussi qu'il faut... personne ne parle du mot budget, mais vous disiez que comme si les ingénieurs pouvaient des fois casser le party des architectes. Je sais, ça arrive souvent. Mais je donne un exemple. J'enseigne à McGill à des architectes et puis ils ont un projet à faire. C'est toujours des longs porte-à-faux, des structures flottantes. Et je leur montre comment faire les porte-à-faux. Je leur dis, vous devez mettre une ferme, la ferme doit avoir 2 étages, peux-tu l'intégrer dans ta façade? Et à la fin, ils sont contents de l'intégrer, puis on voit la charpente qu'ils ont bien compris. Puis là, je donne un autre exemple, puis vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Je travaillais sur le concours du théâtre à Sherbrooke, qui est assez récent. Les architectes voulaient faire le même genre de porte-à-faux que mes élèves font à l'école. Je n'ai pas dit que ça ne marchait pas. On a intégré une ferme de 2 étages. On a fait des estimations, puis il n'y avait pas d'argent pour faire la ferme. Donc, la question, est-ce que c'est plutôt, avons-nous les budgets qui rencontrent les intentions des architectes au Québec? C'est peut-être ça aussi la question. En fait, oui, il y a beaucoup de choses intéressantes qui sont dites là, hein, mais la transdisciplinarité, je pense que c'est vraiment une bonne idée. Et moi aussi, je reçois des étudiants ingénieurs dans un cours de projet collectif à Paris, et ils font un projet ensemble avec des étudiants en architecture. Et le principe, c'est que chacun joue pas son rôle, quoi. C'est-à-dire que souvent, en critique de projet, je demande aux élèves ingénieurs de présenter le projet pour le groupe et non pas aux étudiants de l'architecture. Et effectivement, au bout d'un semestre, c'est fascinant de voir, comme vous disiez, hein, la porosité qui s'établit, le plaisir, etc. Mais après, en France, il y a aussi maintenant de plus en plus de jeunes qui sont double diplômés parce que beaucoup d'institutions ont passé des accords. Et moi, je pense pas que la solution soit que tout le monde soit architecte et ingénieur dans sa pratique professionnelle. Mais parce que ça, c'est singulier et c'est des choix personnels. Par contre, je remarque que tous les jeunes qui ont fait le double diplôme, ils ont réglé la question pour eux-mêmes pour toujours. C'est-à-dire que la question, elle est réglée comme une question de savoir, de connaissance. Donc, ils connaissent le domaine, même s'ils ne le pratiquent pas, et ça modifie fondamentalement leur positionnement dans le monde du travail. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'écoute, de bienveillance, d'altruisme, et de capacité à associer qui est liée simplement au fait qu'ils aient été formés. Alors, c'est vrai que moi, en France, je dis toujours, j'ai même eu des ennuis pour ça, je dis toujours que le fait que tous les étudiants ne soient pas double diplômés, c'est une injustice sociale. C'est-à-dire que moi, quand j'ai mes étudiants en première année qui viennent du baccalauréat, ils viennent à l'école d'architecture, et même s'ils ne savent pas ce que c'est qu'un architecte ingénieur, ils ont tous dans la tête qu'ils vont acquérir un savoir croisé. Et ils l'ont d'autant plus que c'est des jeunes qui ont grandi avec le réemploi, le tri des déchets, les ressources, la pénurie. Donc, ils sont très fortement en attente d'outils.
Donc, c'est vrai que tout ce qui est croisé transversal, c'est quelque chose c'est un vrai remède, en fait. Et après, par rapport à la question de ça ne marche pas, c'est une question très intéressante parce qu'en fait, en réalité, on pourrait faire marcher à peu près n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on pourrait faire un porte-à-faux avec un rapport de 1 à 4 entre la partie en porte-à-faux et la partie entre appuis. Tant pis, on fait une fondation qui fait 50 mètres de profondeur. Donc la question de ça ne marche pas, c'est, il faut peut-être faire la phrase différemment, il faut dire ça ne fonctionne pas dans le domaine dans lequel tu traites la question. Et du coup, la question devient beaucoup plus riche, c'est-à-dire pourquoi je ne peux pas le faire là et là je peux le faire? Pourquoi ça a du sens là, mais là je ne peux pas me le payer? Pourquoi les limites de la matière disponible dans ce lieu ne me permettent pas de faire ça? Et donc tout à coup, on peut faire prendre conscience d'une notion qui est extrêmement intéressante, c'est la notion de domaine de validité de la réponse. C'est-à-dire que au-delà même de ça ne marche pas, on peut se demander si c'est approprié ou non dans un contexte donné. Mais en réalité, ça ne marche pas, qui est une sorte de réponse un peu définitive, pour moi, c'est une réponse très fortement inexacte parce que malheureusement, on peut faire presque tout marcher si on sait le payer. Donc, et par exemple, à Marseille, il y a un projet près du Mucem où les architectes ont dessiné un bâtiment avec un porte-à-faux de 30 mètres, qui est totalement absurde, qui doit avoir généré les fondations les plus désastreuses de toute la ville. Et en dessous de ce truc-là, il n'y a rien. Il y a un petit plan d'eau malheureux. Et donc, effectivement, on est bien dans cette idée qu'on peut malheureusement tout faire marcher, ou presque tout. Et donc, la question à enseigner, c'est à mon sens, dans quoi j'évolue, quelles sont mes limites, qu'est-ce qui est rationnel. Et, enfin, voilà, donc, ça prend toute sa complexité positive dans ce sens-là. Mais ça me rappelle quelque chose que Michel Saint-Jean m'avait dit quand j'étais chez Pascal Saint-Jean. C'est qu'il m'avait dit à un moment donné, Martin, on peut faire un bâtiment de 25 étages sur une colonne. Ça se fait. Mais ça va être une méchante colonne, ça va coûter un bras. Mais ça se fait. Tout se fait. Mais il y a un coût. Et juste parce que je veux clarifier ça, c'est important. Je pense dans la même séance, d'ailleurs, Thibaut avait dit on peut quand même tout faire, je crois. Donc, on peut me citer ça quand je dis que Thibaut a dit que ça ne marche pas. C'est pas du tout la charge de Thibaut, c'est pas quelqu'un qui aborde les choses. Et c'est vrai qu'en effet, oui, il y a très peu de limites en fait, qu'on ne peut pas atteindre, il y a quand même des limites, quelque part. Mais je pense aussi que le domaine des réponses acceptables d'arriver dans une logique quelque part qui dit là on est trop loin, là on peut rentrer dans les choses, mais sans nécessairement dans des standards. Mais je vais juste te donner un petit exemple, tu sais, de problématique. Un peu, tu sais, Simon, tu disais qu'il y avait comme des trucs en silo. Je vais te raconter l'histoire juste rapidement de Francis Hachinoui. Frank, il a gradué du programme d'architecture et d'ingénierie de IIT. La ville ou l'école de Chicago. Mais il y avait une double formation d'ingénieur et d'architecte. Il n'était pas capable d'être reconnu à l'Ordre des architectes du Québec et il n'était pas capable d'être reconnu à l'Ordre des ingénieurs du Québec. C'est quand même ridicule. C'est quand même ridicule. Tu sais, donc, quand on parle de silos, des fois, c'est des silos administratifs. Il y a une question de M. Côté depuis tout à l'heure, vous avez la main levée, je suis désolé. Juste une chose, consultation, parce qu'on parle d'ingénieurs, d'architectes, c'est l'ingénieur, mais je pense que ça peut passer par l'académie. Il faut que ça passe par là. On n'est pas obligé d'être ingénieur et architecte prendre tout un lac, mais avant l'architecture, on avait une base de génie qui s'enseignait. Il y avait une couple d'années au début où on avait des cours de génie en mécanique, électrique, structure, où les architectes avaient une base. Je pense que l'Université McGill a regardé encore ça. C'est un peu ce qui manque. Automatiquement, si vous le mettez dans l'académie devrait prendre la catégorie. C'est là que ça passe. Si vous le mettez dans l'académie, dans la théorie, automatiquement, les ingénieurs vont sortir, et vice versa pour les ingénieurs, d'avoir une couple d'années de l'ingénieur en architecture. En fait, il faut qu'ils apprennent le langage, c'est un langage. Et on ne peut pas oublier aussi que l'architecture, le génie, c'est des maths.
La base de maths est importante. On peut faire des poètes, ça c'est important. Mais un poète peut être mathématicien aussi. J'imagine Einstein, probablement, il avait ses clés de poésie aussi. Mais je pense que c'est important que soit revisité ça. Parce que le problème reste entier, même dans la pratique qu'on a aujourd'hui. Les ingénieurs, les mandats qu'on a, des gouvernements, peu importe comme ça se paraît, on n'a même pas 3 mois pour faire le projet, 4 mois. Comment on peut se parler, à faire des réunions, c'est pas le temps. Je vais appeler le bureau d'ingénieur et finalement les premiers sur le chantier, on n'a pas le temps de voir. La réalité, il faut que ça commence par la base. C'est comme dans l'ABC, quand on apprend à écrire, il faut commencer par l'ABC. Peut-être qu'en architecture, il faudrait commencer par l'ABC aussi, connaître un peu la base de la structure. Quand on part en dessin, on fait un crayon, il faut être informatique, mais il faut savoir comment ça se structure. On n'aurait pas de problème comme un administrateur, absolument non. C'est bien compréhensible que tu fasses un tour de 25 étages et que tu ne sais pas ce qu'il y a dans ton sous-sol. Moi, on peut dire franchement, les architectes n'étaient pas bons. J'ai pas osé le dire, mais... J'ai pas osé le dire en expliquant l'histoire. J'en ai gênant. Dire que c'est des architectes. C'est ça le problème de l'architecture. On veut qu'on veut pas. Mais ce qui est intéressant dans ce que M. dit, c'est que est-ce qu'en quelque part, il y a aussi un peu une. Pas un je m'en foutisme, mais c'est comme de dire moi je fais ça, puis que l'ingénieur s'arrange pour que ça marche. Aveuglement volontaire. Mais je vais vous donner un autre exemple, c'est que même au niveau du code, avant, là, les architectes connaissaient le code du bâtiment, c'est sur le doigt de l'homme. Là, maintenant, aujourd'hui, là, on engage des consultants. Puis là c'est dire, moi, il faut que ça marche, j'appelle Technum, mais c'est pas ça. C'est à la base. Tu dois savoir ton code. Tu ne dois pas dépendre d'un consultant pour te dire si tu as raison ou tu n'as pas raison. Un peu. C'est tellement raison. Par exemple, le Code national du bâtiment, c'est la responsabilité entière de l'architecte. L'examen le plus dur que tu passes après l'architecture, c'est le Code national du bâtiment. Et quand ils sortent de l'école, quand ils sortent de ce cadre-là, quand ils arrivent dans la pratique publique, ils veulent rien savoir de l'architecture du Code national du bâtiment. Ils transfèrent ça à des sous-traitants comme ici. En fait, il y a un petit peu de bouteille, on ne prend plus de responsabilité, il n'y a plus de rigueur. Et on transfère ça à des gens comme Technum, mais aucune responsabilité. Quand je l'ai en cause, je vais continuer, c'est nous autres qui passent aux tâches. Donc, c'est un chien qui court après sa queue. Donc, c'est pour ça que c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que, tu sais, qu'on revient aussi à la notion de se connaître mutuellement ou de parler un différent langage entre les ingénieurs et les architectes. Le nombre d'ingénieurs en structure qui a voulu devenir architecte, c'est assez impressionnant. Puis l'excuse première de la part des ingénieurs en structure, c'est de dire, je ne suis pas assez bon en dessin. Mais c'est plus que ça. Mais c'est quand même drôle. Il y en a des architectes aussi qui ont voulu devenir ingénieurs en structure, mais les autres, leur excuse, c'est que je n'étais pas assez bon en maths. Mais c'est ça. Moi, écoute, je suis à Polytechnique, je voulais devenir ingénieur. Je suis devenu architecte, mais je suis retourné comme dans un bureau d'ingénieur par la porte d'en arrière. Mais c'est ça, c'est fascinant. C'est comme. Je dois dire que dans les contenus, là, vous avez parlé, tout à l'heure, de cours de génie en machin, ça, il manque ça. En génie, je ne pense pas que ce sont vraiment des cours d'histoire d'architecture, c'est plutôt des cours d'histoire ou de conception. C'est très difficile de faire ces sauts-là, j'ai envie de dire. Et bon, c'est dans l'air du temps, c'est quand même intéressant, hein, j'ai envie de dire, de toucher un peu à votre domaine, de comprendre, de commencer à comprendre et puis de regarder plus tard. Mais j'ai l'impression, en fait, la façon d'apprendre dans notre domaine, en tout cas en architecture, en génie, c'est plutôt des connaissances qui nous sont données, des méthodes, des outils qui nous sont donnés pour le moment, pas en génie. Dans l'architecture, on apprend par le projet. Donc finalement, tous les autres cours qui sont à côté, il y en a des cours de génie, on a des cours de mécanique, on a des cours d'acoustique, pas d'acoustique, on a des cours d'électricité, etc. Mais tout ça, ça ne se retrouve pas toujours dans le projet. C'est que très rapidement, c'est mis de côté, puis on se concentre sur le projet. Le projet, il y a cette obligation, mais cette tendance à vouloir faire le projet qui va avoir le porte-à-faux de 40 mètres.
Parce que ça change et tout. Parce que ça tient en carton. Parce que ça tient en carton. Mais ça, c'est autre chose. C'est ça. Je pense qu'à un moment donné, c'est cette logique de dire ça tient en carton. Alors, déjà, si ça tient sur l'ordinateur, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que pas mal de trucs utilisés sur un Revit ou un truc comme ça. Quand on se met à le tester, je pense que ça devient intéressant de voir. Puis, quand je prépare mes étudiants à aller aux rencontres avec les ingénieurs, c'est ça que donc je leur dis, il y a quelque part, avant cette première rencontre, il y a vraiment un froid. Ils ne savent pas trop comment faire. Donc je leur montre le projet, c'est pas un bon exemple, hein. Mais si, non, je pense que c'est bien. Je leur montre la façon de penser, par exemple, de Cécile Balmont qui travaille sur la maison Bordeaux-Douglas. Ça, je pense que c'est un très bon exemple, parce que là, ça arrive en disant à Cécile Balmont, je veux que la boîte flotte. Et là, Cécile Balmont trouve une façon de monter une structure architecturale qui donne l'impression que ça flotte pas du tout, c'est un standard. Il n'y a pas d'innovation, c'est juste une façon différente de penser l'architecture qui joue sur la notion de déséquilibre plutôt qu'équilibre, ou de créer une inquiétude, quelque chose de non contrôlé, qui a l'air non contrôlé, parfois très contrôlé, mais il n'y a rien du tout de totalement innovant là-dedans, c'est juste une façon de donner cette impression que la maison flotte. Et je leur dis, c'est comme ça qu'il faut penser. S'il faut penser en disant, vous voulez faire quelque chose de façon architecturale, essayez de proposer quelque chose à un ingénieur en lui expliquant ce que vous voulez faire, mais en essayant de lui donner aussi une piste de solution de votre côté. Ce n'est pas simplement à un ingénieur de se débrouiller pour trouver une réponse. Et donc, quand il commence à réfléchir comme ça, en disant, ok, j'essaie d'imaginer avec des fils, des bâtons, j'essaie de construire une petite maquette, là, il commence déjà à mettre le doigt dedans, il commence à réfléchir un petit peu de cette façon-là. Et le problème est de travailler ensuite à deux. Mais je pense qu'il y a un changement de philosophie au niveau des jeunes ingénieurs, c'est que je pense que le plus beau défi pour un ingénieur, c'est d'être défi, de répondre à un défi. Il y a une fierté de pouvoir dire, tu sais, regarde, je me suis arrangé pour ça, pour la faire. Tu sais, l'époque, je pense, de l'ingénieur qui fait des boîtes carrées, puis ça marche de même, puis tu sais, dérange-moi pas, puis ça. Je pense que commence à être évolué, mais c'est ça. Je pense qu'il y a un petit changement. Et la question pour revenir à Cécile Balmont, c'est que maintenant, puisqu'il est parti sa propre agence, là, la grosse question que tout le monde se demande, c'est est-ce qu'il fait de l'architecture? La question interne se pose aussi. Et je pense que quand tu parles de défis, en fait, qui intéressent les gens, je regarde tous les invités que j'ai invités, que je m'occupe beaucoup, je les remercie s'ils regardent un jour cette vidéo. C'est toujours la réaction qui est après, c'est de dire c'était génial d'être là, on a vraiment adoré cette expérience, et puis ça nous stimule de pouvoir discuter avec ces architectes-là, ces jeunes, nos étudiants en architecture plutôt, pour essayer de leur faire comprendre un peu ce que ça veut dire, et puis de réfléchir avec eux à leurs problèmes qui sont un peu particuliers. Et les plus intéressantes, les discussions les plus intéressantes, c'est celles qui bougent dans les deux sens. Oui. C'est pas de dire non, je veux mon porte-à-faux 40 mètres, c'est ça que je veux. C'est quand la réaction, c'est de dire ah là, je comprends mieux, mais l'intérêt, je comprends mieux pourquoi ça ne marche pas. Et on va trouver une solution en fait à deux. Et ça, c'est là que ça devient. Oui, je reviens à l'exemple de Valérie. C'est-à-dire la ferme de transfert, est-ce qu'elle peut devenir architecturale? À place d'avoir une contrainte, puis on va la gypser, puis on va. Regarde, on la met en façade. Ce qu'ils ont fait au Musée national des Beaux-Arts avec Rome qui est pour Encharois, c'est ça. C'est ce qui rend le projet magnifique, c'est les fermes on voit les fermes de structure dans la transparence. Okay. Je veux savoir ce que tu dis, Martin, c'est effectivement ça. Cette approche structuraliste-là est très importante à prendre en tête le marché. Je peux te parler, tout le monde ici depuis dans les commentaires. Je pense que mon expérience chez le MIS et ceux des AA, en tant que coordonnateur de projet, m'a appris cette transdisciplinarité-là à tous les domaines, l'architecture des étages, l'architecture, structure, marché web, pour amener un projet à terme. Ce qui me permet maintenant, dans ma pratique personnelle, de guider ça correctement. Ma question et mon commentaire, tous les panélistes ici ont parlé d'une chose de deux mots. Oui, deux mots. Poétique et intuition. Et j'entends tout le monde parler dans les commentaires tantôt, le mot intuition revient tout le temps. On demande à l'ingénieur d'être intuitif à l'architecture, d'être sensible à ça.
On demande l'inverse à l'architecte d'être sensible, intuitif à l'architecture, de poser la question. Pourquoi on pense à ces deux mots-là? Question un peu piège, mais c'est une question en débat. Pourquoi on utilise poétique et intuition? Pourquoi on demande ça? C'est drôle parce que je pense que ça revient un peu à la notion de base de conception. Parce que les ingénieurs en structure disent qu'ils font de la conception et les architectes disent qu'on fait de la conception. Mais la notion de conception n'est pas pareille. Donc, mais c'est peut-être de là que découle cette notion-là de pouvoir créer. Quand on parle d'intuition, je pense que c'est juste c'est tricky comme question, Marc. C'est pas facile. Est-ce que ça, je pense que je le vois un peu, parce qu'à la fin, la structure, je trouve que c'est pas compliqué. C'est des efforts, une colonne, des poutres, on prend la charge, on l'amène aux fondations. Donc, c'est ça l'intuition, c'est regarder un bâtiment, une intention architecturale. Ton intuition, ça revient tout le temps à la même chose. Quand tu connais la structure, c'est de prendre la charge, l'amener aux fondations. Moi, à chaque fois que je regarde un nouveau projet, ça me vient comme ça. Je pense que c'est ça l'intuition. Oui, mais je pense que la notion d'intuition en ingénierie, on le voit, nous autres, des fois, puis je l'ai vu aussi dans d'autres projets, c'est que quand tu demandes à un ingénieur en structure de faire quelque chose, puis il sort sa calculatrice pour voir si ça marche, il n'y a pas d'intuition. Mais quand tu demandes à un ingénieur en structure, je peux-tu faire ça, puis il dit oui, il réfléchit un peu, il dit oui, là, il y a une intuition. Parce que c'est de comprendre qu'en ingénierie aussi, c'est des charges, tout ça, mais il y a un flow. Il y a un flow des énergies, le transfert d'énergie, gravitaire, sismique. Et quand un ingénieur comprend ce flow-là, il est capable de s'adapter et de répondre rapidement à des questions architecturales. Mais quand vous voyez un ingénieur qui sort sa calculatrice pour vous poser une question, pour répondre à votre question, peut-être qu'il y a un peu de travail d'intuition à faire. Mais c'est mon opinion personnelle. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, mais moi, je sors toujours ma calculatrice. Mais parce qu'en fait, elle m'aide à savoir dans quel monde je suis. C'est-à-dire que si elle me donne un ordre de grandeur. En fait, c'est-à-dire que en réalité, la calculatrice, ça peut être le point de départ de l'intuition. C'est-à-dire que si à un moment donné, on a un ordre de grandeur qu'on juge disproportionné, on peut se dire que ça fonctionne, qu'on n'a aucune chance d'y arriver, mais ça, c'est intuitif. Donc, je pense que, je comprends ce que vous voulez dire, mais je pense que peut-être qu'on peut nuancer un peu. Je vois aussi, c'est que j'en pense dans le cadre de leur projet d'architecture. En fait, si on revient sur la question de l'entreprise, c'est direct. Vous portez dans un matériau, c'est qu'il y a un rapport entre la profondeur d'éléments structure que ça va. Donc, tu veux importer du contenu, c'est un calcul, regarde, est-ce que ça va, de la vidéo, ça se fait des simples. Je pense que c'est ça, c'est qu'à un moment donné, donc la question est comment l'architecte, on comment on met le chapeau poétique, comment on fait la balance entre la poésie, parce qu'on regarde, je suis fasciné par la vie, on regarde ces structures, ça parle de il y a une poésie de l'édition. Comment on vit avec ces traits-là, plus calculatrice. Parce que nous aussi, on a une calculatrice sur mon bureau, on va faire tous les jours 40 minutes. Donc, oui, je suis dans le but de la plante. On peut jongler avec ces outils-là. Je vais répondre quelque chose de plate, mais je pense que pour faire de la poésie en structure, ça prend un budget. J'adorerais faire la charpente, des coups d'énergie, mais ça coûte quelque chose, malheureusement.
Mais par exemple, parlons de poésie en structure, par exemple. Il y a quelque chose qui est très beau quand on fait des structures béton courantes, c'est lorsqu'on arrive à dissimuler l'épaisseur de la poutre dans la dalle. On fait une bande noyée. Donc, on a un plan, on a une dalle béton qui fait 20-25 cm et on l'appuie sur des colonnes. Et donc, l'absence de poutre, tout à coup, ça fabrique un espace qui a une qualité, qui peut avoir une qualité architecturale. Ben, pour que cette poésie-là soit dans le budget, si j'ose dire ça comme ça, parce que moi, j'aime bien ce que vous faites, j'aime bien ce que vous dites, c'est-à-dire je pense qu'il faut mélanger des propos qui sont très antinomiques. Donc, faire une poésie dans le budget, ce qui me paraît une question très juste, en fait, ça veut dire, par exemple, imposer une limite de la portée entre les poteaux qui fasse que l'épaisseur de la dalle reste courante. Donc, par exemple, si on a une dalle de 25, on ne va pas aller au-delà de 4 mètres, par exemple, quelque chose comme ça. Donc, ça veut donc dire que si le projet architectural, dans sa globalité, sait se saisir de cette contrainte, ou en tout cas considère que cette contrainte, il peut l'instrumentaliser dans l'espace, alors vous avez intégré une démarche sensible dans un budget classique. Si ça vous coûte une dalle de 40 cm d'épaisseur pour faire du logement social, vous savez que vous êtes hors budget. Donc parce qu'on vous impose 7 mètres de portée. Donc en fait, c'est bien une sorte de conscience partagée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette limite donnée par l'ingénieur, qui est dans le fond, si on joue une répartition des rôles classiques, le seul à pouvoir mesurer le rapport entre l'épaisseur de la dalle, la portée et l'absence de retombée de poutre. Et il faut qu'on écoute cette réponse avec la même bienveillance que celle que l'on a lorsqu'on lit un programme et qu'on vous explique que la surface minimum entre les pièces est de temps et pas de temps. Mais si la réponse technique, elle est vue comme une sorte de réponse qui va de toute façon contre le projet, alors à la fin, on arrive à une solution qui est ou mauvaise ou trop chère. Ou voilà. Mais, oui, donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, si la contrainte est instrumentalisée dans la conception tout de suite, comme quelque chose qui est là, alors la discussion change fondamentalement. Mais ça ne marche pas toujours. Hein. Moi, je peux dire que je pourrais faire l'histoire sociologique de tous les contextes que j'ai vécus et c'est pas toujours comme ça, c'est sûr. Alors quand on est jeune, on dit rien et quand on est vieux, on s'en va, c'est la différence. J'aime bien cette idée de poésie dans le budget. Est-ce que c'est peut-être une des valeurs qui ont été évacuées au fur et à mesure de l'enseignement aussi dans l'architecture? On voit les œuvres de Nervi, il y avait toujours ce principe presque économique qui était intégré dans l'intention architecturale. Et donc, de respecter le budget, d'avoir des valeurs économiques qui soutiennent finalement la conception architecturale. Est-ce que quand on parle de réintégrer certaines valeurs dans l'enseignement académique, est-ce que ce n'est pas comme le Code national du bâtiment de sécurité? Comment finalement retrouver peut-être un enseignement qui est plus inclusif par rapport à toutes les valeurs qui sont liées à la construction et à la réalisation de l'œuvre? Maintenant, on est beaucoup dans la conception de l'œuvre, peut-être moins dans la réalisation de l'œuvre. C'est une nuance qui sont assez différentes. Peut-être je vais répéter très brièvement résumé, mais donc il y a un intérêt pour la conception dans l'enseignement plutôt que la fabrication de l'œuvre en fait. Et quelque chose qu'on peut évaluer comme national tout à l'heure, les questions de cadre et surtout les questions de budget. Puis je rajouterais que ultimement, toutes les décisions, c'est même par rapport au budget. La famille se passera par le budget, c'est vrai que c'est celle qui contrôle le moins dans la formation de l'étudiant. Et à partir de là, ce que je propose justement, c'est qu'on ne devrait pas avoir un enseignement plus inclusif et remettre ces questions-là pour avoir une meilleure compréhension dans les ateliers. Dans les ateliers, parce que dans les cours qui sont intéressants, c'est là, mais si on n'attend pas. Mais c'est quoi le problème de ça? C'est que, tu sais, parce que la question a été soulevée par rapport à la nouvelle directrice de l'école d'architecture à Montréal, c'était quoi le rôle de l'école d'architecture? Ça, c'est une question
vraiment global. Mais quand, par exemple, il y a un camp qui va aborder des questions, l'intégration des questions techniques, budget, ça, réalisation, échéancier, tout ça, à l'intérieur du cursus académique, d'autres disaient que c'était plutôt le rôle du stage de répondre à ça et que la mission première de l'université était d'inculquer des notions de conception et que la réalité allait rentrer éventuellement. Mais c'est pas simple. Mais tu sais, il y a des notions de budget, mais ça revient aussi aux questions des génies. Ça revient, tu sais, donc c'est toujours un... et ça fluctue d'une école d'architecture à une autre. On le sait tous, dans les 10 ou 11 écoles canadiennes, il y en a qui sont plus techniques, il y en a qui sont plus conceptuelles. Oui, c'est vrai, dans ce qui rajoute aussi, c'est qu'il y a une notion de stage aussi. Quand on est architecte, quand on a fait du stage, donc il y a une formation qui on prend pour acquis qu'elle va être sur le terrain. Donc, oui, juste faire du chemin un peu sur cette poésie, sur toute la principe. Quelque chose de plus intuitif, je pense aussi une belle questionnement à faire à propos de lorsque j'ai une réponse qui est très intuitive et très simple. En structure, peut-être que c'est la mise en scène que l'architecture va faire de cette solution très basique. Qui va faire finalement la meilleure réponse. Tu parlais tout à l'heure du musée des Beaux-Arts à Québec, les mandelles, les poutres. Ben, ce qui est beau là-dedans, c'est oui, la poutre, c'est la façon qu'elle est mise en scène avec la porosité de l'entrée. Mais aussi le fait d'être confronté comme visiteur à une échelle, une structure d'une échelle qui a cette importance. Donc, peut-être que la solution, dont on parle tout à l'heure de travailler ensemble, c'est qu'à chacun aussi sa façon. Alors, lorsque, en structure, que ce soit budgétaire, tout ça, on dit, ben, potentiellement, j'ai une réponse très intuitive et pas très peut-être sexy à la cette proposition. Est-ce que moi, de mon côté, en architecture, je peux plutôt essayer de dire, OK, je fais ça, mais la façon que je vais la présenter et je vais la mettre en scène. Je vais avoir une plus-value quand même. Mais je pense que la meilleure réponse, c'est ça. C'est faire le mieux avec ce qu'on dit. C'est exactement ce que tu dis, puis ça revient un peu à ce qu'on a discuté précédemment, c'est que, à place de vouloir cacher des choses, à place de vouloir cacher la structure, chose qu'on a toujours voulu faire, encore là, on vient au cathédrale, c'est de la célébrer. Tu sais, Gaudi, c'est tout à fait Martin, ce que je juste terminé, c'était que peut-être, on parlait tout à l'heure du bois. Mais le bois a ce potentiel-là d'être une réponse très, on pourrait dire, intuitive. Mais il y a ce côté-là du bois qui interpelle l'usager. Et donc là, on tombe dans un. C'est pas parce que je regarde l'image de Martin, du palais de travail qui, avec le bois, avec la notion qui est très, puis on met la couleur du bois, même si c'est pas ça. Déjà, on a un travail avec le bois qui pourrait, déjà, ce matériau-là qui nous aide en tant que professionnel, peut-être à suivre. Mais le stade de soccer, C'est un des plus beaux exemples qu'on c'est récent, je pense que c'est un des plus beaux exemples. Et donc, il y a quelque chose d'intéressant du fait que ce matériau-là peut nous aider comme professionnels à suivre, de créer un projet, un langage. Le Japon peut le faire. D'accord. Le Japon peut le faire. Sur la question, on parlait d'enseignement tout à l'heure, est-ce qu'on devrait enseigner, entre autres, les budgets, entre autres. Mais je pense qu'il faut peut-être revenir à un autre aspect, c'est celui que je parlais tout à l'heure, le domaine des réponses acceptables. Je pense que ce qu'il faut enseigner, ce n'est pas nécessairement le budget, comment gérer le budget, mais comment juger du domaine des réponses acceptables. C'est la question de la pertinence. Si les étudiants sont en mesure de juger de la pertinence, en fonction du projet, qu'est-ce qui est pertinent dans ce cadre précis. Je pense que là, on fait beaucoup d'avancées. C'est vrai que peut-être les étudiants vont être moins portés à faire porter de 30 mètres, parce qu'ils vont avoir déjà compris qu'il n'y a pas de pertinence à faire porter de 30 mètres pour le projet de service. Pourquoi, à mon avis, la capacité de juger le domaine des réponses pertinentes, c'est extrêmement important.
qu'est-ce qui est pertinent, dans quel contexte, et pourquoi. Et pour rebondir là-dessus, par rapport à la politique, moi, je pense que la politique peut rentrer là-dedans. C'est super important, car sinon, on est dans un degré zéro de risque, dans une solution très déterminée, à partir de ça. Je ne vais pas là. Mais il y a une très beau diagramme de l'état de conception qui montre vraiment cette logique qui part de très loin, en fait, et par l'itération, on va affiner un projet. En fait, on va discuter par une question. Quand il y a une intention qui est portée par une question, que cette question-là est développée de façon commune par les différents intervenants dans la construction, là, on peut avoir quelque chose qui fonctionne. Je suis assez certain que quand on arrive avec un toit plafond comme celui du stade de secteur associé, ce n'est pas parti de faire un contemporain. C'est pas juste. Donc, il y a eu une question quelque part, une intention qui a été mise en place, et ensuite il y a un travail commun en disant comment on fait pour arriver à cette solution qui fonctionne, et en même temps qui est acceptable, qui est contrôlée, qui marche. Et c'est là que le jeu politique se passe, je pense. C'est de surtout sortir de la solution prédéterminée qui est en fait dans mon débat et la solution la plus facile. Mais actuellement, c'est quoi qui tue un projet souvent? Mais on devrait peut-être les voir plus comme des opportunités d'innovation de solutions. C'est le fameux value engineering. Ça, là, ça tue les projets, c'est malheureux. C'est de dire, à un moment donné, il y a des dépassements de coûts, OK, on se rencontre tout le monde, faites une liste de ce que vous pouvez couper, puis on va arriver. Ça tue un projet. Mais peut-être qu'on peut faire, on devrait les voir comme des opportunités de trouver l'innovation, mais il faut prendre le temps de trouver ces solutions-là. Un peu comme la question d'hier, ce qu'on a dit, ce qu'il avait fait, c'est prendre des contraintes budgétaires, matériaux qui ont été. Bien, ça, puis le problème aussi avec les sessions de value engineering, c'est que tout le monde a fait chacun de son temps. Ils ne se rencontrent pas pour dire qu'est-ce qu'on peut couper de manière intelligente et arriver avec des solutions. Tout le monde fait ses listes, on se rend compte, puis après ça, on coupe. C'est le problème, parce que ce genre d'intervention-là fait que les. Caricature. Oui, bien sûr, mais ce qui prend comme ça que chacun travaille dans son coin. Et s'il n'y a pas un projet commun, il y a des coûts qui sont en fonction des intérêts auxquels les visions de chacun des participants. Et là, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Si je peux me permettre, pour le centre de soccer, avec le budget original, le projet que vous voyez à l'heure actuelle était impossible. L'architecte s'est battu avec la ville pour aller chercher plusieurs millions additionnels. C'est un bon exemple de problème d'argent. C'est comme un activité, c'est un peu comme le processus de conception intégrée. Dans le sens que actuellement, on parle de processus de conception intégrée. En fait, une fois que le projet bascule vers des modes de réalisation, tout ce travail qui a été fait en professionnel, si le mode de réalisation tombe sur des choses comme le proche missionnaire, le marché à forfait, tout ce travail d'intégration tombe parce que le constructeur n'était pas impliqué au départ. Toute la logique de construction économique d'un projet n'est pas inclus au départ. Donc ça devient un peu comme une autre artifice, comme le value engineering qui tue en fait la possibilité d'intégration dans le projet. Pour commencer, c'est le value engineering, c'est le Carnot vient de lire dans le PCI, je travaille sur un projet de PCI à Laval, qui tout a été fait de manière intelligente. Mais le processus de la engineering nous donne le potentiel des logements sociaux qui sont très notables, parce qu'on est hors budget, on est incapable de construire des projets. Les gens sont battus pendant 3 ans pour construire. Donc, il y a des paramètres qui sont les seuls au fonctionnement de budget, de réalisation, tout ça. C'est quand même une chose complexe. Je pense qu'effectivement, une formation devrait aller chercher, M. Legault a dit, il y a des questions de travail qui sont majeures, que je me bats avec les jeunes stagiaires à expliquer à tous les jours ces questions-là sont très maîtrisées. Oui, en fait, je comprends au moins d'avoir au niveau de l'éducation, au moins les bases de ça, même s'il n'y a pas de contrôle,
de ces questions-là, mais au moins la sensibilité à la question pour mieux les comprendre. Si le premier contact se fait sur le terrain, là, c'est le cas. Ah, ça pose problème. J'ai une question sur le Zoom. C'est une date prévue et se lancer. À partir de là, quels seraient les enseignements essentiels que nous puissions tirer du rapport entre expérimentation et standardisation? Mais il y a une sous-question qui peut peut-être aider à donner des réactions aussi, c'est quelle serait la place de la préfabrication dans cette relation nécessaire entre expérimentation et standardisation. Parce que la standardisation, la préfabrication, pardon, c'est une façon, c'est une approche qui peut être intégrée dans les projets pour lier expérimentation et standardisation. Très précis, très difficile, je ne sais pas par où. Est-ce qu'on pense, peut penser en solution ponctuelle? On a beaucoup parlé de portée et une portée au système, mais après, quand on parle d'un porte-à-faux, c'est une solution unique dans un projet. Il y a un cas, il y a un porte-à-faux, il y a un geste. Dans les présentations de ce matin, j'ai quand même vu passer des systèmes. J'ai vu passer des logiques en fait, plus globales qui fonctionnent quasiment dans son fabrication. Et quand même, peut-être pour la question de la préfabrication. Il y a la préfabrication, il y a la construction industrielle. Ce que Néer fait, c'est la préfabrication sur chantier. Ce n'est pas nécessairement de la construction industrialisée, dans le sens qu'il ne cherche pas à répéter le système de projet en projet, mais faire un système unique, singulier pour le projet, pour le contexte. Si on pense à la construction industrialisée, là, les architectes ont peut-être le réflexe de penser avec une approche systémique qui va, par exemple, prendre un système de construction modulaire, par exemple, et respecter les enjeux ou les contraintes de ces systèmes-là. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui doit éventuellement être mieux enseigné aussi dans les écoles, c'est-à-dire que comment la contrainte du système peut éventuellement amener une logique de poésie. Et c'est peut-être la nuance est importante selon moi pour répondre à la question, est-ce qu'on parle de la préfabrication comme il y a la voie ou est-ce qu'on parle de construction industrielle? C'est à cause que je pense que la nature de préfabrication dans une école d'architecture a de la misère à faire son chemin. Elle le fait tranquillement. On peut en parler avec Roger B. Mais la notion de préfabrication en ingénierie est totalement différente. Et peut-être de manière aussi, peut-être encore dans cette idée d'optimisation. Mais c'est pas évident. Je pense que l'avantage que Nervi avait, c'est qu'il travaillait à une époque où la main-d'œuvre ne coûtait pas très cher. J'ai l'impression que je parle juste d'argent, là. Il travaillait à une époque où la main-d'œuvre ne coûtait pas très cher. On peut faire travailler des gens longtemps au chantier versus aujourd'hui. La main-d'œuvre coûte beaucoup plus cher, autant que les matériaux. Il faut que ça aille vite au chantier. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, construire un dôme de Nervi, on aurait coulé ça avec une grosse dalle épaisse, pas coffrée avec des poutres qui donnent tout le charme au bâtiment? Je pense que ce serait ça la solution, ce qui est dommage, mais je pense qu'il faut parler de coût de main-d'œuvre pour répondre à ça. Mais il faut faire du pouce, ce que tu fais pas du pont. Moi, il y a une notion, tu sais, je parle un peu en parallèle, mais il y a une notion, moi, que je trouve absolument ridicule quand je regarde, par exemple, l'œuvre de Nervi, c'est la notion de béton architectural. Ça, tu sais, c'est juste, par exemple, dans notre spécification pour du béton architectural, il faut qu'on spécifie du coffrage neuf, tu sais. À son époque, tout était du béton architectural. Il n'y avait pas cette notion économique de réalisation de dire il y a du béton architectural. Donc, il y a comme c'est peut-être les méthodes de construction, la façon qu'on construisait à son époque versus aujourd'hui, le contexte économique, le contexte technique était différent.
Ben, les ouvriers à l'époque, c'était aussi des artisans. Ils travaillaient vraiment bien. Quand on regarde des plans des années 30, 40, 50, en réalité, il y a très peu d'informations sur les plans parce qu'il y a beaucoup qui étaient juste naturellement développés au chantier et ça se construisait. Et puis, tu as raison, regarde, il y a des bétons incroyables. Aujourd'hui, au Québec en tout cas, on a tellement de difficultés à faire du beau béton, même quand on blinde nos devis, ça marche pas. Donc, il y a vraiment, premièrement, le savoir-faire a disparu. Je pense qu'il n'y a aucune fierté sur le chantier d'essayer de faire un beau béton non plus. Ils n'essayent même pas d'en faire un beau béton. Même quand on veut des coffrages neufs, on se fait dire au chantier que 3-4 utilisations, c'est encore neuf. Donc, il faut changer un petit peu cette culture, sinon on n'arrivera pas à faire ce genre d'ouvrage. Par rapport au béton et la qualité du béton dans l'œuvre de Mirabeau. En fait, ce n'était pas nécessairement des artisans qui construisaient les œuvres de Mirabeau, c'était des gens qui n'avaient pas nécessairement la qualification. Les qualifications pour le faire, c'était de la main-d'œuvre peu qualifiée, pas chère, qui travaillait dans un système très standard, normalisé, coulé à répétition des coffrages. Donc, ce n'était pas des artisans. Avec compagnons. Exactement. Exactement. Donc, il y a ça aussi, l'avantage que Nervi avait, je pense que tu mets le doigt dessus, c'est de dire que la main-d'œuvre n'était pas chère. Il lui a permis finalement d'exceller dans son système. Le fait qu'il y avait accès à cette grande quantité de main-d'œuvre pas chère à cette France, ce qu'on voit dans les œuvres qui viennent un peu plus tard, parce que quand il vient travailler aux États-Unis, la logique particulière dans le main-d'œuvre coûte extrêmement cher, et donc il doit revoir. Donc je pense que la question, même si tu as l'impression de parler juste d'argent, je pense que cette notion d'argent et de budget est centrale dans l'expérimentation du Mirabeau. C'était le principe même de dire que je dois réduire même la machinerie que je dois utiliser. Je vais réduire la quantité d'armature que je vais utiliser. Je vais réduire la quantité de bois que je vais utiliser. Donc, la question économique était vraiment centrale dans son projet. Maintenant, on regarde l'œuvre et on dit, c'était des artisans, c'était un principe économique qui a été généré. On parlait de standardisation, d'utilisation. Montréal, le meilleur exemple de ça, c'est le stade olympique. Il n'y a pas plus d'éléments qui sont tous les mouvements, les portages sont sortis ce sont tous des éléments différents. C'est le pire exemple pour l'évaluation de Montréal. Mais disons, je ne sais pas s'il faut chercher à refaire ce qu'a fait Nervi. C'est un autre temps. Il faut s'inspirer sans doute de ses réflexions, de son œuvre. Mais je pense que la question de refaire ce qu'a fait Nervi aujourd'hui, je pense qu'on ne referait pas le dôme de Brunelleschi à Florence aujourd'hui. On ne ferait pas. Donc, par contre, ce dont on peut s'inspirer, c'est tout ce qui s'est dit ce soir, quoi. C'est l'optimisation, la finesse, le raffinement du design de la structure. Après, on pourrait faire un objet aussi raffiné, on ferait plutôt en acier. On pourrait peut-être faire en éléments préfabriqués avec des schémas statiques différents. Par exemple, ce que je veux dire, c'est que le monde, on ne peut pas transposer les choses, je ne crois pas. Mais par contre, c'est des œuvres qui marquent notre formation, qui marquent notre regard. Par exemple, en dehors de la voûte nervurée de Nervi, il y a aussi des dispositions dans l'espace qui sont très belles. Il y a la notion de légèreté, de dôme lourd porté par une façade vitrée, avec la structure à l'extérieur.
tout ça sont des dispositifs dont on peut s'inspirer sans forcément refaire les mêmes géométries. Donc, par contre, c'est des œuvres marquantes, c'est des œuvres qui sont très, très fortement inscrites au XXe siècle par des personnalités qui, dans le fond, énoncent les mêmes choses que nous aujourd'hui, mais presque 100 ans plus tôt. C'est déjà formidable de savoir qu'on ne fait que s'inscrire dans une histoire qui s'est déjà posée dans les mêmes termes, avec d'autres moyens, un autre contexte industriel, un autre design aussi. Donc, c'est déjà formidable de savoir que Béchara ait lu le petit texte de Nervi. Moi, je ne sais pas, ça resitue les choses très en profondeur. Donc, je trouve que ne serait-ce que ça, c'est un cadeau de savoir qu'on s'inscrit dans une pensée qui s'est développée et qui va continuer à se développer après nous. Mais on ne peut pas non plus demander à une époque qui met le réemploi en premier plan, l'économie de ressources, la frugalité, tout ça. On ne peut pas lui demander de fabriquer des objets. Ces objets n'étaient pas dispensieux, je ne pense pas. Je pense que ces objets avaient la cohérence de leur temps et puis ils sont magnifiques, mais on ne peut pas les transposer tels quels et ce n'est pas grave. C'est pas grave. C'est comme ça. En même temps, j'ai l'impression que ce que vous dites, en fait, c'est que les problèmes sont différents. D'autres problèmes. Oui, bien sûr, complètement différents. Les problèmes de frugalité qu'il y avait avant, on a des problèmes de gestion des bâtiments existants. On est dans autre chose, on a d'autres considérations. Juste sur le fait qu'on a fait des bons pour travailler, pas mal qualifiés. C'est pas ça la question. En fait, c'est la question de pédagogue. En ayant la sensibilité que la vie peut avoir par rapport à cette question. Et merci beaucoup pour cet échange. C'est très intéressant. Merci de vous être panéliste. C'était très, très apprécié. La distance de votre présence, merci. C'est très apprécié pour la journée, pour cet après-midi. Merci aux ceux qui étaient là, ceux qui sont aujourd'hui, qui sont les équipes qui sont de temps en temps. Donc, je pense que tout ça va être potentiellement disponible avant une série. Il y aura enregistré, c'est probablement sur le centre de design, mais sur le centre de design. Peut-être juste le dernier mot, je remercie Béchara. Donc, Béchara, merci beaucoup pour la journée. Et puis, pour ceux qui sont en ville, l'expo est toujours là jusqu'au 6 février, et cette année, on se les dates. C'est fermé, pendant le week-end. Oui, c'est pas encore à l'école. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, bonsoir, bon week-end. Au revoir à tous. Thibault Lefort, je voudrais vous rendre visite quand je reviens à Montréal, si vous voulez. Avec plaisir. Voilà, ça m'intéresse de voir votre travail. Avec plaisir.